Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir dans notre maison de Garéoul. Je suis particulièrement heureux d'accueillir M. Didier Brémond, le président de l'agglomération, qui nous a fait l'amitié d'assister à cette séance solennelle d'installation. Je salue également tous ceux qui accompagnent les élus, les parents, les amis, et je suis particulièrement content également de voir les jeunes du conseil municipal des jeunes. Symboliquement et pédagogiquement, c'est très important qu'ils soient là. Alors, j'ai la chance d'ouvrir cette séance solennelle en tant que maire du mandat 2014-2020, pour quelques minutes encore, et après je passerai la suite au suivant. Avant ça, au doyen d'âge. Je vais donc procéder à l'appel. Monsieur Fabre-Gérard, présent. Madame Ponchon Marie-Laure. Monsieur Montier Henri-Alain. Madame Bottero Emmanuel. Monsieur Mazotti Lionel. Madame Soichet Laurence. Monsieur Trémolière Gilles. Madame Brédou Marie-Paul. Monsieur Bruno Basile. Madame Émeric Marie-Pierre. Monsieur Lebérer Michel. Madame Baudard Sandra. Monsieur Bonnet Patrick. Madame Bouillet Christelle. Monsieur Truc Sébastien. Madame Luciani Caroline. Monsieur Ferrari Pascal. Madame Ulrich Pascal. Monsieur Cusimano Alain. Madame Mas Johanna. Monsieur Godec Michel. Madame Miles Florence. Monsieur Réau Tony. Monsieur Petro André. Madame Roman Claudette. Monsieur Annecar François. Monsieur Tesson Jérôme. Madame Brémond Isabelle. Et Madame Patricia Jouve, qui s'est excusée. Alors, Madame Patricia Jouve n'avait pas été élue au soir du 28 juin. Sauf que le 30 juin, Monsieur Paul Zaragoza, qui était le premier, donc à la suite de Monsieur Tesson, Monsieur Paul Zaragoza nous envoyait une lettre de démission. Et conformément au CGCT, dès lors que je réceptionne le courrier de démission, je dois déclarer admis donc la successrice, c'est-à-dire Madame Patricia Jouve. Il se trouve, si je parle sous le contrôle de Monsieur Tesson, que Madame Patricia Jouve est dans l'impossibilité de participer à cette réunion. Elle a donc donné un pouvoir à Monsieur Tesson. Et aujourd'hui, donc, nous aurons les 29 bulletins réglementaires avec une procuration. Je déclare ces 29 élus installés dans leurs fonctions en vertu de l'article L. 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales. Je demande à Madame la directrice générale de service de m'indiquer quel est le doyen d'âge de l'Assemblée. Mon Dieu, c'est moi. Une charge de plus. Donc, le maire de 2014 à 2020 s'efface définitivement. Et le doyen, moi, en ma qualité de doyen d'âge, il m'échoit de procéder à l'installation et au vote en particulier du maire des adjoints. Du maire, pardon. Et c'est le maire qui sera élu, qui mettra en place par la suite les adjoints.
Alors, le doyen d'âge de l'Assemblée doit présider la séance en vue de procéder à l'élection du maire, et selon la coutume, je demande à Madame Johanna Mass Benjamin de l'Assemblée d'assumer, puisque c'est la Benjamine, d'assumer la fonction de secrétaire de séance au moment optimal. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, je me dois maintenant de vous donner lecture de quelques articles du Code général des collectivités territoriales. Il y en a 2000 et quelques, mais on va se cantonner, si vous le voulez bien, à la lecture de 4 de ces articles. Article L 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. C'est bon? Voilà. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. Article L 2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer, même temporairement, les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Article L 2122-6. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice de mandat du maire. Enfin, le dernier, article L 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Alors, nous en avons fini avec la lecture
des circulaires et des articles du code CGCT réglementaire. Pour votre information, je récapitule l'ordre du jour. 1. L'élection du maire. La détermination ensuite du nombre d'adjoints. L'élection des adjoints. La lecture de la charte de l'élu local. La fixation des indemnités de fonction attribuées au maire. La fixation des indemnités de fonction attribuées aux adjoints au maire, l'approbation du règlement intérieur du conseil municipal, que vous avez tous reçu. 8. La délégation générale donnée au maire par le conseil municipal au titre de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Enfin, je me dois, sur la demande expresse de Monsieur le Préfet, vous annoncer qu'il y aura le vendredi 10 juillet un conseil municipal spécial destiné à élire les délégués qui éliront les sénateurs le 27 septembre prochain. À savoir qu'il y aura 15 sièges à Garéoul. Les calculs font apparaître qu'il y aura 13 élus de la majorité et un élu pour chaque équipe donc, de l'opposition. Il y aura également 5 délégués suppléants qui appartiendront automatiquement à la majorité. Voilà, nous allons commencer. Je ferai une courte allocution en fin de séance, ainsi que peut-être Monsieur le Président, s'il le souhaite, mais il n'y aura pas d'autre prise de parole. Monsieur le maire. Je vous en prie. Oui, monsieur le maire. Il est courant qu'à l'issue, en cas de l'installation du conseil municipal, que les quelques ministres aient la capacité également à prendre la parole dans le cadre de l'installation du conseil municipal. Ça avait été en 2014, je peux croire que ce sera le cas également de 2015. Monsieur Tesson, vous aurez largement pendant tout le mandat le temps de vous exprimer. Aujourd'hui, il s'agit d'une séance solennelle. Il y a beaucoup de monde. Nous sommes dans des circonstances un peu particulières. Tout le monde est masqué. Moi, je suis là. Vous ferez votre déclaration dans un autre conseil municipal. Voilà, c'est tout. Monsieur le maire, au titre de la démocratie, du respect de la démocratie, non. Je suis pas d'accord avec votre point. Il est habituel, il est courant que ce soit tant au titre de l'Assemblée nationale, au titre du Sénat, au titre des conseils municipaux. Alors, de cette façon, on va être tout à fait démocrate. Qui est d'accord pour que M. Tesson intervienne? Non, voilà. 1, 2, 3. Qui est contre? Annulé, donc. Bien, nous allons maintenant passer donc, à l'élection du maire. Je vais donc faire appel à candidature à la fonction de maire de Garéoul. Y a-t-il des candidats parmi les conseillers municipaux? Bonjour mes chers collègues. Eh bien, au poste de maire de Garéoul, nous avons reçu la candidature de M. Gérard Fabre. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas. Donc nous pouvons procéder au vote. Merci, M. Mazzocchi. Donc, on est en train de distribuer des bulletins et une enveloppe. N'oubliez pas la procuration de M. Tesson.
Alors vous inscrivez ou vous n'inscrivez pas donc le nom que vous souhaitez donc voir en fonction de maire. L'urne va circuler de manière à ce qu'il y ait le moins de transit possible dans cette salle. Madame Johanna Mas, si vous voulez rallier la table. Est-ce qu'il y a un volontaire parmi les deux équipes de l'opposition pour être scrutateur également? Monsieur Anka? Monsieur Tesson? Non? Personne de chez vous? Non.
Bien, mesdames et messieurs, je vous donne le résultat du vote. Nombre de bulletins 29, bulletin nul 1, bulletin blanc 5, suffrage exprimé 29. Monsieur Gérard Fabre a obtenu 23 voix,
les Blancs 5, donc, et M. Montier, 1 voix. Je proclame donc M. Gérard Fabre élu maire de Garrioule. Traditionnellement, donc, le doyen d'âge remet l'écharpe au maire qui vient d'être proclamé élu. En la circonstance, donc, je ne vois pas de ceindre moi-même cette écharpe. Je vais, si vous me le permettez, demander au doyen des élus de ce conseil, mon ami Lionel Mazzocchi, de me remettre l'écharpe. Je crois qu'il le mérite en plus parce que c'est quelqu'un qui est élu depuis 36 ans maintenant. C'est quelqu'un qui a une expérience formidable et je suis très fier que ce soit lui qui me remette l'écharpe. Mon cher Légal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci surtout de votre confiance. Il est nécessaire maintenant, pour poursuivre, de fixer le nombre des adjoints. Réglementairement, nous pouvons nommer 8 adjoints, c'est-à-dire le nombre d'adjoints qui ne doit pas dépasser 30% de l'effectif du collège du conseil municipal. Nous sommes 29, donc 30%, ça fait 9, et il ne faut pas dépasser 8. Voilà. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des votes contre pour que l'on désigne 8 adjoints? On a besoin, de toute façon, Garrioule. Je passe au vote. Il n'y a pas de vote contre, pas d'abstention. Je considère que c'est un vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Alors maintenant, donc il va falloir proposer des candidatures pour ces postes d'adjoints. Vous savez que maintenant, les nouvelles dispositions légales font que l'on peut présenter une liste groupée de 8 personnes. Donc notre liste fidélité au pays va présenter 8 candidats. Je les nomme M. Mazzocchi Lionel, M. Montier Henri-Alain, Mme Conchon Marie-Laure, Mme Bottero Emmanuel, M. Trémolière Gilles, Mme Brédoux Marie-Paul, M. Bruno Basile et Mme Ulrich Pascal. Donc vous allez avoir sur votre table, on va vous distribuer des bulletins avec les 8 noms. Alors il ne faut pas les rayer, il ne faut pas rayer un nom parce qu'autrement le bulletin est nul. On va donc vous donner un bulletin pour notre liste et si les autres listes avaient également des candidats, vous aurez un bulletin blanc sur lequel vous pourrez mettre ce que vous voulez.
Madame Johanna et Monsieur Anka, puisqu'il fait bien les choses. Merci.
Bien, mesdames et messieurs, proclamation des résultats. Nombre de bulletins dépouillés 27, bulletins nuls 0, bulletins blancs 2, suffrages exprimés 27, liste des adjoints présentés par fidélité, c'est-à-dire M. Mazzocchi, Montier, Mme Ponchon, Mme Bottero, M. Trémolière, Mme Brédoux, M. Bruno, Mme Ulrich, font 25 voix et sont donc élus. Alors, mesdames et messieurs, la séance solennelle maintenant a pris fin. Nous allons maintenant prendre une séance donc plus administrative. Et maintenant, je souhaiterais avoir une intervention de M. Petro et M. Tesson. Je ne sais pas où il est parti, mais donc à ce moment de la séance, ils peuvent intervenir. M. Petro. Un micro, s'il vous plaît. Oui, monsieur le maire, je disais que pour l'instant, pour le moment, je ne ferai aucune déclaration. Je n'en ai pas fait à la presse volontairement ces derniers jours. Je pense que nous avons dit beaucoup de choses pendant cette longue campagne. Moi, pour le moment, simplement, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse travailler en bon accord. Je vous remercie, M. Petro. Je vais donner d'abord la parole à Mme Isabelle Brémond, si vous voulez dire quelques mots. D'accord. Tu as une observation? Chers collègues, mesdames et messieurs, juste une intervention qui a pour but d'expliquer les choses à deux niveaux. D'abord parce qu'il y a beaucoup de Garéoutais qui nous ont fait l'amitié d'assister à cette réunion, et également pour nos jeunes du conseil municipal, de manière à ce qu'ils comprennent bien ce qui se passe. Lorsqu'il y a une séance d'installation solennelle d'un conseil municipal, la prise de parole ne peut intervenir qu'après cette période-là. Il faut souvent raison garder et ne pas vouloir transformer ce type de séance en une agora où l'on prend la parole pour prendre la parole et pour véhiculer un certain discours. La sagesse et la réserve veut que lorsque l'on a ce type de manifestation, les élus, quels qu'ils soient, d'une majorité ou bien de groupes d'opposition, aient la sagesse de se maîtriser et de conserver une dignité à laquelle les Garéoutais et les Garéoutaises qui se sont prononcés pour les uns ou pour les autres tiennent beaucoup. On ne peut pas confondre un conseil municipal de ce type, solennel, avec une installation, avec un conseil municipal plus fonctionnel au cours desquels on débat de questions pratiques qui peuvent provoquer parfois une certaine inflammation. Quand on se présente à des élections et qu'on joue un rôle d'élu, il faut maîtriser son comportement. Il faut dire les choses avec élégance et ne pas se comporter comme si on faisait des crises de susceptibilité. Il y a des protocoles, il y a des moments où il faut suivre les règles, et puis le moment venu, on s'exprime. Je remercie M. André Petro qui a dit ce qu'il fallait. Ça, c'est bien. Nous avons eu une campagne. Dans la campagne, il peut se dire des choses, parfois vexantes, parfois blessantes. Tout peut arriver. C'est une campagne électorale. Lorsque les élus sont élus, eh bien, la règle veut que le comportement que l'on adopte est un comportement digne, qu'on défende ses idées et qu'on évite surtout d'en faire une personnalisation et de se sentir toujours victime de quelque chose. C'est une leçon pour tous les élus. C'est une leçon pour les jeunes qui ont joué, qui joueront probablement ce rôle plus tard. Il faut savoir toujours garder en perspective l'intérêt général, même si
dans les débats politiques, les affrontements existent. Voilà ce que je voulais dire, de manière à ce que chacun comprenne bien que cette séance-là est solennelle, a besoin de hauteur de vue et de hauteur de comportement. Merci Lionel pour ces explications. Avant de passer à la phase, j'allais dire, administrative, je vais quand même remettre comme il se doit à chaque adjoint l'écharpe dont il a le droit de porter. Mon cher Lionel, je suis très heureux et très fier de te remettre cette écharpe qui représente, comme vous le savez tous, la loi. C'est ni plus ni moins. Et cette écharpe, donc le bleu et le rouge, c'était l'emblème de la ville de Paris, et le blanc, c'était l'emblème de la royauté. Voilà. Monsieur Montier. À toi aussi, Alain, je suis très heureux et très fier de te remettre cette écharpe que tu mérites ô combien, parce que si Garéoul s'est un petit peu transformé avec les équipes techniques, on te doit beaucoup. Merci à toi. Marie-Laure. Marie-Laure, ça fait 3 mandats qu'elle est avec nous et elle a toujours travaillé dans l'ombre, discrètement, et là, elle se libère totalement de ses activités professionnelles et elle va nous rendre des services, je suppose, inestimables. Et c'est quelqu'un qui est donc fidèle, qui répond bien à notre connotation fidélité au pays, et c'est quelqu'un qui est propre, c'est quelqu'un qui va bien s'intégrer, qui va nous permettre d'œuvrer, et surtout sur le plan social, je le dirai tout à l'heure, l'administration, la gestion d'une commune, ce n'est pas uniquement des travaux, c'est également l'humain, le social. Et Marie-Laure va être chargée du CCAS. Voilà Marie-Laure. Alors toujours le bleu du côté du cou et le rouge à l'extérieur, c'est l'inverse des parlementaires, les sénateurs et les députés. Emmanuel, je suis également très heureux de te remettre cette écharpe. Je sais que tu vas la porter avec beaucoup d'abnégation. De par ton métier, tu t'occupes beaucoup, donc par nature, d'éducation, et tu es passionné par tout ce qui a trait à l'éducation. Et si nous avons des jeunes ici, du conseil municipal des jeunes, c'est un peu grâce à toi. Et puis depuis des années, à chaque fois qu'on a eu des manifestations patriotiques, tu as su susciter parmi les élèves et parmi les parents un intérêt pour qu'ils participent justement à ces manifestations patriotiques, très importantes, parce qu'un pays qui n'a pas de racines, un pays qui oublie que l'on vit en pays de liberté parce qu'il y a des gens qui ont combattu, c'est très important. Merci. Gilles, je suis également, c'est la 3e fois que tu es avec nous,
C'est l'enfant du pays, parce qu'il est né ici à Garéoul, et nous avons beaucoup d'espérance en lui. Et je peux vous dire que les finances de la commune, parce que c'est lui qui gère donc le porte-monnaie de la commune, je peux vous dire que c'est nickel. Et je suis très heureux, tu es un homme discret, mais ô combien efficace. Je sais que tu vas pouvoir donc continuer et faire les réformes dont on a besoin, puisque aujourd'hui, il faut savoir que sur le plan finance, on est complètement tributaire des dotations de l'État, je le dirai tout à l'heure, mais également du fait que nous sommes intégrés à la communauté d'agglomération. Il y a fatalement des interférences et on est pu mettre complètement de notre manœuvre. Donc je te fais confiance en te confiant une fois de plus le porte-monnaie de la commune. Marie-Paul Bredou. Voilà. Il n'y a pas très longtemps que tu es à Garéoul, mais tu as su très rapidement t'intégrer à la fois dans la vie associative et parmi notre équipe, où je sais que tu constitues un exemple pour les jeunes. Et tu le fais d'autant plus facilement que tu as exercé dans toute ta carrière des responsabilités importantes. Tu as la disponibilité, tu as la maturité et tu vas pouvoir t'occuper d'un pôle qui est extrêmement important, c'est le pôle cohésion sociale avec d'autres collègues du conseil municipal. Donc je suis très heureux de te remettre cette écharpe qui représente donc la loi. Vas-y. Basile aussi, lui, c'est pas l'enfant du pays, mais il s'est marié avec une enfant du pays, et donc il a été... voilà. Et s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer, Basile, parce que c'est grâce à lui que les services événementiels brillent de tous ses feux. C'est grâce à lui que nous connaissons des étés et des années complètes sur le plan animation. Je t'en remercie. Pascal. Pascal, je suis également fier et heureux de te remettre cette écharpe. Tu as déjà fait partie de notre équipe dans les années 2005-2008, un moment extrêmement difficile pour la commune. Et puis après, les aléas de la vie ont fait que tu es parti de Garéoul et tu es revenu. Et je suis très heureux sous les yeux de tes parents, qui sont des amis. Je suis très heureux de te confier d'abord la gestion d'une partie du personnel et surtout l'activité sportive. Et tu participeras de par tes fonctions, parce que Pascal, comme beaucoup, c'est une fille qui exerce dans la vie civile des responsabilités importantes dans un gros groupe. Et je crois qu'elle va nous emmener son savoir-faire et son cœur pour la gestion de Garéoul. Merci Pascal. Alors maintenant, il convient de lire
la charte de l'élu local. Je vais demander à Marie-Laure de la lire si tu acceptes. Ce sera ta première charge. Charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. CGCT, article L. 1111-1-1. Merci Marie-Laure. Je vous demande donc de prendre acte réglementairement, ça ne se vote pas, mais il faut prendre acte du fait que vous avez bien pris connaissance de cette charte de l'élu local. Je vous en remercie. On en vient maintenant à une délibération concernant les indemnités de fonction attribuées au maire. Alors ce sont les mêmes que celles qui étaient attribuées auparavant. Nous n'avons pas pris évidemment le plafond, le maximum. Nous restons à 54%, ce qui veut dire que par la suite, les adjoints auront 21% de l'indice du maire. Voilà. Je tiens à disposition pour tous mon bulletin d'indemnité. Vous pouvez vérifier. Il y a là, dans cette délib, un montant brut, rassurez-vous, le montant net, il n'est pas du tout le même, il y a 500 € de moins. Voilà. Et puis ce sont des indemnités qui sont imposables. Y a-t-il des observations sur ces indemnités versées au maire? Pas d'abstention, pas de vote contre, adopté, je vous en remercie. On va faire la même chose pour les indemnités des adjoints. Comme je vous l'ai dit, les adjoints, donc le taux maximum est de 21% de l'indice brut maximal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Voilà. Alors je peux vous dire que pour travailler 24 heures sur 24 comme certains de ces adjoints, ils touchent royalement 703 €. 703 €. Voilà. Y a-t-il des observations, des votes contre pour cette délibération qui a trait aux indemnités des adjoints? Pas d'observation, pas de vote contre, adopté, je vous en remercie. Nous passons maintenant à l'approbation du règlement intérieur du conseil municipal que vous avez tous eu en documentation. Y a-t-il des observations concernant le contenu de ce règlement intérieur du conseil municipal? Monsieur Métro, je vous en prie. Oui, je vous remercie, monsieur le maire, de me donner la parole. 4 remarques. La première concerne l'article 5 du chapitre 20, de l'organisation du DOB.
La ligne. Une note sur l'état de la dette de la commune sera communiquée à cette occasion a été supprimée depuis 2014. La deuxième remarque, c'est l'article 8, concerne l'article 8. Le compte-rendu des séances a été rajouté. C'est une très bonne chose pour ma part. Donc ce compte-rendu est destiné à informer le public des décisions qui ont été prises en séance municipale. Le troisième, c'est l'article 9, chapitre 2. Il y a une création de 2 commissions permanentes au lieu d'une. 2 commissions permanentes supplémentaires, je voulais dire. Économie locale et aménagement du territoire, qui viennent s'ajouter à la commission des finances. Très bonne chose aussi. Par contre, le chapitre 2, article 10, qui était présent en 2014, a été supprimé. Il concernait la création des comités et commissions consultatives. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Moi, je prends acte de ce que vous venez de dire, tout particulièrement sur les comptes rendus, puisque les comptes rendus sont faits de façon, comment dirais-je, succincte, conformément au CGCT. Vous savez que les comptes rendus, de toute façon, ce qui est important dans une délibération, c'est ce que décide l'Assemblée délibérante, les considérants. Mais après, ce que disent un tel ou un tel, pour ce que dit M. Fabre, ce que dit M. Le Béret, etc., ça n'intéresse personne après coup, en définitive. Et quand on recherche une délibération, effectivement, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le résultat. Moi, j'ai la culture du résultat, c'est ça qui est important dans une délibération. Après, on peut tout se dire pendant le débat. Voilà. Après ça, vous avez parlé des commissions. C'est vrai que... Les comités et commissions consultatives. Comment? Comités et commissions. Les comités, oui, mais nous sommes plus favorables à l'organisation de comités ou de groupes de travail plutôt que des commissions qui sont bien souvent... D'abord, les commissions, il faut savoir que les membres des commissions sont désignés après un vote à la proportionnelle. Alors, c'est bien, ça marche pendant 6 mois, et puis après, vous avez des gens qui ne viennent plus aux commissions, pour des raisons X et Y. Voilà. Tandis que les commissions, les comités et les groupes de travail, pour un point bien particulier, on peut les réunir on request à la demande. Et ça, je vous garantis, on le fera. Bon, je vous remercie, monsieur le maire. Par contre, sur la première observation qui concernait l'article 5 et qui concernait l'organisation du débat d'orientation budgétaire, il y a quand même une ligne importante qui a disparu. C'est une note sur l'état de la dette de la commune qui est communiquée à cette occasion. Et cette ligne a disparu. Est-ce qu'il y a une raison ou pas? Voilà. Non, il n'y a pas de raison, absolument pas. Vous savez très bien, puisque vous avez été avec nous pendant de longues années, il n'y a aucune raison de camoufler quoi que ce soit. Et surtout pas dans le domaine budgétaire. Et vous avez remarqué qu'en plus, dans les commissions, s'agissant des commissions d'appel d'offres, par exemple, bon, aujourd'hui, elles ne sont plus obligatoires dès lors qu'elles n'atteignent pas un niveau, au niveau des travaux, c'est de 1 million, et au niveau des services, c'est un peu plus bas. Et je tiens, malgré cela, parce que ça se fait donc, vous savez, dans le cadre de MAPA, c'est de marcher à... Comment? Oui. À procédure adaptée, effectivement. Et donc, je tiens, malgré cela, à réunir les commissions d'appel d'offres de manière à ce que les choses soient complètement transparentes. Moi, là-dessus, je vais vous dire, j'ai été chargé au département des marchés et jamais, comment dirais-je, on a dérogé à la réglementation de ce côté-là. Donc, rassurez-vous, la dette apparaîtra dans les imprimés qui seront distribués au moment du don. Monsieur le maire, il n'y avait aucune polémique dans mes remarques. Non, mais simplement, bon, je vous remercie de vos réponses. Merci. Voilà. Non, mais rassurez-vous, je vais vous dire, il n'y a aucun problème entre nous. Oui? Juste une observation pour répondre à André.
c'est un dépoussiérage du règlement intérieur. Il paraît d'une évidence, que moi personnellement, ça m'a sauté aux yeux qu'on inscrive dans le règlement intérieur que l'état de la dette doit être fait. C'est un pléonasme. C'est une évidence, la campagne électorale l'a bien montré d'ailleurs. Donc en fait, à notre sens, il n'y avait aucune raison pour que cet élément-là, qui est un élément de toute évidence, apparaisse dans un règlement intérieur. Bon, la dette de la commune, tout le monde la connaît, elle est consultable tous les jours en mairie, le grand livre de compte est ouvert. D'ailleurs, je regrette que personne ne l'ait consulté, parce qu'il y a quelques années, on avait pas mal de gens qui venaient lire le grand livre, c'est-à-dire voir si les services techniques avaient bien acheté une douzaine de vis à tête cruciforme. On était allé jusque-là à l'époque. Alors, je ne plaisante pas, c'était une réalité, mais ça démontrait qu'il y a quelques années, il y avait une préoccupation beaucoup plus importante que celle qui est maintenant. Donc, le malheur, c'est qu'on dit beaucoup de choses, mais qu'on ne vérifie pas la réalité des éléments. Vous voyez, la dette, tout le monde en a parlé, enfin, pas tout le monde, hein, certains en ont parlé, elle est connue, on peut lui faire dire tout ce que l'on souhaite, parce que les chiffres, on peut leur faire dire, vous le savez aussi bien que moi, tout ce que l'on veut, selon qu'on les prend d'un côté ou d'un autre. Mais il y a quand même une réalité à voir, c'est-à-dire que quand on affirme quelque chose, il faut le vérifier. Moi, je souhaiterais que, puisqu'on a souhaité que les réalités s'intéressent aux conseils municipaux, eh bien, on ait plus de personnes qui essaient d'aller dans le détail. Et je parle sous le contrôle de Gilles, qui est un homme de transparence absolue en termes de comptabilité. Tous ces éléments-là sont publics, sont de toute évidence connus par tous et par tous ceux qui le souhaitent. Mais on ne le demande pas, vous voyez. Donc c'est vrai que le règlement intérieur était un aspect administratif des choses. Mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire que si demain vous venez en mairie et vous demandez au directeur des services financiers de regarder le grand livre de la mairie, il vous le communique. Et vous avez toutes les dépenses au centime près. Vous voyez, ça c'est important, je le dis pour les jeunes aussi. Une collectivité ne peut pas dépenser 1 centime d'euro, 1 centime d'euro, je ne vous dis pas 10 euros, 1 euro ou 20 euros, 1 centime d'euro, sans que ce soit une justification absolue. Vous comprenez? Mais on vit à une époque où on dit n'importe quoi sans que l'on vérifie les choses. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Voilà. Pour revenir sur... juste, j'aimerais terminer, monsieur le maire, si vous me permettez. Pour revenir sur la notion de commission. On a travaillé dans le mandat passé en créant, avec une flexibilité nécessaire, à la création de groupes de travail par rapport à une problématique qui pourrait surgir. Je prendrai comme exemple, par exemple, le groupe de travail de la place Georges Vieille pour des problèmes d'ordures ménagères, etc., etc. On les a créés ponctuellement pour une problématique. Institutionnaliser ça maintenant, ça paraît impossible parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, les choses évoluant. Je crois qu'il faut avoir la flexibilité d'être à l'écoute des demandes et créer les groupes de travail avec ceux qui le souhaitent, élus ou non élus d'ailleurs. Hein? C'est ce qu'on appelait à une époque les commissions consultatives, comme on avait créé à l'époque la commission de circulation. On en a créé d'autres. Hein? Voilà. Elles ne sont pas actées dans le règlement intérieur, mais la latitude est là. En fonction d'une demande d'une problématique particulière, créer un groupe de travail ponctuel sur une thématique ne pose aucun problème. Merci Lionel pour ces informations. Je rajouterai que s'agissant, je reviens sur le problème de la dette, il est évident qu'il y a des organismes qui ne sont pas des organismes officiels, mais qui ont fait des, comment dirais-je, des calculs, qui ont interrogé pratiquement toutes les communes pour faire des statistiques et pour donner donc effectivement l'endettement de toutes les communes. Très bien, sauf que ils donnent la dépense, mais ils ne parlent pas des recettes. Vous savez tous qu'à Garéoul, comme dans beaucoup de communes, je parle sous le contrôle du président de l'AGO, quand on fait des travaux, il faut payer les entreprises. Et quand on fait le tour de table financier au départ, il est évident qu'on a des fonds propres,
mais on demande à d'autres collectivités des aides financières, donc en termes de subventions. Ces subventions nous sont accordées, mais ne nous sont versées qu'une fois les travaux terminés. Donc nous, il faut quand même payer entre-temps, si vous voulez, les entreprises. C'est pour ça qu'on a demandé plusieurs fois au conseil municipal de faire un emprunt pour préfinancer les subventions qui vont nous être versées. Très important. Et ça, ces organismes n'en parlent pas. Ils parlent de la dépense, mais ils ne parlent pas. Je prends les 2 salles en construction, 1,4 million. On a eu 970 000 € de subventions. Il faut les sortir quand même. Donc on a emprunté 1 million pour payer les subventions qui vont arriver. Et après, il faudra, donc on les remboursera. Voilà. Donc attention aux informations qui sont communiquées la plupart du temps. Et alors je vais vous dire, quelles que soient les communes, vous avez les communes qui travaillent, elles ont toutes été pénalisées. On leur a donné des notes abominables, si vous voulez. Je vois dans le coin, Néoul, etc., comme nous. Néoul a bien travaillé, comme nous. Nous, on a beaucoup travaillé. Eh bien, écoutez, on a été pénalisés sur le temps. Alors, on a fait, certains candidats ont saisi ce point bien particulier pour essayer de nous mettre en difficulté. Nous, je vais vous dire, de par notre politique de transparence, on n'a absolument rien à cacher. Nous connaissons tous ce problème, nous les élus qui sont élus depuis une quinzaine d'années maintenant. Vous avez raison de le rappeler. Par contre, notre liste n'a jamais fait une observation sur ce problème-là. Tout à fait, c'est exact. Mais je vais le dire tout à l'heure, monsieur Petro. Voilà, c'est exact. Vous vous êtes conduit en homme responsable. Monsieur le maire. Voilà. Donc, approbation du règlement intérieur, je passe au vote. Y a-t-il des observations? Des votes contre? Adopté à l'unanimité, et nous tiendrons compte des observations qui ont été faites par M. Petro. Nous arrivons à la délégation générale donnée au maire par le conseil municipal au titre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. À quoi sert cette délibération? Elle sert à permettre, si vous voulez, de fonctionner normalement sans avoir sans arrêt à convoquer le conseil municipal. Tout à l'heure, M. Lionel Mazzocchi vous a dit que le moindre centime devait être déclaré. C'est-à-dire que quand on donne une subvention à une association, il faut le trésorier payeur paye que s'il y a une délibération en regard. Alors, dans toutes les collectivités territoriales, il est prévu une facilité de gestion, c'est-à-dire c'est la fameuse délégation générale donnée au maire, pour donner au maire le mandat pour signer toutes ces opérations. Alors, vous avez tous, on vous a joint donc l'intitulé de toutes les dispositions de l'article. Ça va donc au paiement. Vous les avez tous? Voilà. Vous les avez, je suppose que vous les connaissez par cœur maintenant. Vous savez que je peux, moi, emprunter jusqu'à 1 million. La règle, c'est que je peux le faire rapidement s'il y a besoin, mais je me dois, au prochain conseil municipal, de vous en rendre compte. Tout ce que je fais dans le cadre de cette délégation, je dois vous en rendre compte après. D'ailleurs, vous verrez dans le conseil municipal du 10 juillet, il y a tout un tas, par exemple, les prestations, les animations. On est bien souvent obligé, vous savez, c'est pas facile quand Basile contacte une troupe. Des fois, elles peuvent venir, des fois, elles ne peuvent pas venir, et quand elles viennent, il faut vite signer le contrat, et c'est là que j'ai besoin, moi, de ne pas avoir à vous convoquer toutes les semaines pour donc réaliser ces signatures. Y a-t-il des observations? Pas de vote contre pour cette délégation?
je vous en remercie, adopté à l'unanimité. La 9, c'était l'annonce du conseil municipal extraordinaire du 10-07. On profitera également, puisque c'est l'heure des vacances, pour coupler ce conseil municipal spécial pour la désignation, comme je vous l'ai dit, des délégués qui procéderont au vote, au choix des sénateurs à la rentrée. Et on aura également une suite du conseil municipal qui aura pour objet la désignation justement de toutes les commissions et de tous les représentants de la commune dans les différents syndicats, etc. Voilà. Bien, c'est presque terminé, rassurez-vous. Alors, je vais procéder à ma petite allocution. Rassurez-vous, ça va être court. Je ne vais pas abuser de votre patience. Mesdames et messieurs et chers collègues, quel plaisir pour moi de vous retrouver. Cette 4e installation a aujourd'hui la même saveur que la première. Parce que sans doute, le mandat de maire est le plus beau de tous les mandats. C'est le mandat où l'on est le plus proche de la réalité du terrain, le plus proche des administrés, donc chez nous des Garéoutais. Cette cérémonie met un terme à la période de respiration démocratique, réglementaire, rendue singulière à cause de la pandémie. Période qui a vu s'affronter plusieurs équipes, expérimentées ou non, avec des motivations diverses. Ces moments sont révélateurs de la personnalité réelle des concurrents. Certains candidats, dépassés par les enjeux, ne s'appartiennent plus, ne maîtrisent plus rien très rapidement. Cela conduit malheureusement à des débordements regrettables. Aujourd'hui, le scrutin est clos. Il faut passer à autre chose. Comme le dit un adage ottoman du Moyen-Âge, lorsque l'on est en guerre, à la fin de la bataille, il y a un moment où il est temps d'aller saluer le vainqueur ou le vaincu. C'est dans ce sens que je vais m'adresser à nos 3 concurrents non retenus par le suffrage universel. Tout d'abord, M. Renoncourt, représentant le Rassemblement Garéoutais, plus préoccupé de faire acte de présence sur le terrain pour de prochaines joutes nationales que de s'investir dans la gestion réelle de la commune. Il n'a jamais critiqué pour critiquer le travail que nous avions accompli depuis de nombreuses années, et je l'en remercie. Je lui adresse notre salut républicain. À M. André Petro, représentant la liste Construire le devenir. Empêtré dans une liste éclectique, constituée de personnes aux intérêts manifestement divergents, il a rencontré de nombreux problèmes de cohésion et de fonctionnement dans son équipe. Je salue le courage et l'honnêteté dont a fait preuve André Petro lorsqu'une autre liste lui a proposé de fusionner. Il l'a fait, semble-t-il, essentiellement pour 2 raisons. Ce type d'opération, dite qualifiée bien souvent tripatouillage électoral, se traduit immanquablement et mécaniquement par une perte en ligne de près de 30% de voix au final. Secondement, il a respecté de ce fait les électeurs et ses colistiers. J'ai noté, et il l'a confirmé tout à l'heure, qu'il comptait siéger dans une posture constructive et objective, celle que nous avons connue d'ailleurs avec Bernard Fontaine, qui était dans votre équipe. Je félicite maintenant M. Tesson, malheureusement il n'est pas là, représentant l'équipe En Avant Garéoul,
et je le félicite pour ses résultats obtenus dans cette confrontation municipale. En effet, il a une méthode d'analyse originale des résultats. Ainsi, au premier tour, alors que nous étions largement en tête, avec plus de 40% des voix, dans une quadrangulaire difficile, il avait cru bon de préciser que nous avions en fait 60% de gens qui avaient rejeté notre projet. Évidemment, je ne partage pas ce point de vue, mais dont acte. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Selon le parallélisme des formes, s'agissant de ses propres résultats, je note qu'en 2014, il avait réalisé près de 25% des voix, soit 75% de vote rejet. Au premier tour, cette année, en 2020, il totalisait près de 77% de rejet. Enfin, au deuxième tour, dimanche dernier, il atterrissait à 81% de vote rejet. Vous noterez que la tendance est bien marquée à la hausse. Je ne doute pas qu'avec son opiniâtreté, sa ténacité, sa pugnacité, il atteindra rapidement des sommets dans ce domaine. Ces sommets sont situés très près de la roche tarpéenne. Vous me permettrez maintenant de remercier mes colistiers. C'est la 4e équipe que je conduis au municipal. Et sans faire injure aux anciens, c'est la meilleure, la plus aboutie, la plus compétente. Elle s'est distinguée immédiatement pendant toute la campagne électorale pour sa cohésion, son enthousiasme, son sérieux, son envie de servir ses concitoyens. Elle est constituée de cadres anciens et de 14 jeunes, au CV curriculum vitae impressionnant. Ils exercent tous déjà dans la société civile des responsabilités compatibles avec la fonction d'élu. L'introduction de ces jeunes n'est pas un exercice de style, croyez-moi, ni du jeunisme. C'est la relève programmée que nous allons former et qui pourra exercer rapidement des responsabilités, en particulier pour l'échéance 2026. Puisque nous sommes dans les remerciements, je n'oublie pas les anciens élus, ceux qui étaient dans notre liste. J'en vois à ma droite, et qui ont toujours été d'une fidélité, d'une loyauté, et qui ont toujours œuvré dans le sens de l'intérêt général. Je n'oublie pas donc les anciens élus de nos listes, voire même de nos opposants. Et là, je voudrais rendre hommage à Bernard Fontaine, qui, depuis plus de 15 années, est toujours dans l'opposition, mais il s'est comporté d'une façon remarquable. Je parle sous le contrôle de mes collègues. Ça a été un homme qui a été toujours constructif, objectif, et qui nous a toujours amené un plus. Il ne polémiquait pas pour polémiquer. Il ne critiquait pas pour critiquer. Et je crois que je suis désolé qu'il ne soit pas présent parmi nous aujourd'hui et dans les mois à venir. J'ai tenu également à ce que les membres du conseil municipal des jeunes soient présents aujourd'hui, pour des raisons symboliques, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais aussi pour des raisons pédagogiques. Je les remercie de tout cœur. Je remercie une nouvelle fois Emmanuel Bottero, et je remercie aussi le directeur du service jeunesse qui s'occupe bien d'eux. Je n'oublie pas les conjoints des élus, qui indirectement pâtissent de la disponibilité de leur époux ou de leur épouse pour l'intérêt général. Enfin, j'ai une pensée particulière pour nos agents communaux.
Le bilan que nous avons pu présenter pendant la campagne, c'est aussi leur bilan. Qu'ils en soient remerciés. Élu à la tête d'une commune, on est le maire de tous. De ceux qui vous aiment, de ceux qui ne vous aiment pas, de ceux qui votent et de ceux qui ne votent pas, de ceux qui votent pour vous comme ceux qui ne votent pas pour vous. Il faut être fidèle à ses convictions et ses engagements, mais aussi respecter chacun. Le maire est le gestionnaire des deniers publics, mais aussi et de plus en plus l'assistant social, le confident, l'arbitre des conflits de voisinage en particulier, enfin le garant de la paix sociale. Il doit toujours rechercher la concorde. Il me souvient que saint Thomas d'Aquin disait que la concorde n'est pas une identité de pensée, mais une identité de volonté. Voilà le vrai challenge. Ramener la concorde dans un environnement de qualité. Garéoul a tous les atouts pour relever ce défi. Mes chers amis, nous vous avons présenté notre équipe, notre bilan et notre programme pour les années à venir. Nous nous efforcerons, comme nous l'avons toujours fait, de remplir notre contrat. Les années à venir seront probablement difficiles. Les marges de manœuvre sur la fiscalité sont réduites. Les dotations de l'État en constante diminution. Nous serons contraints d'adapter notre politique de développement à nos moyens financiers. Heureusement, nous ne sommes pas seuls. La présence à nos côtés du président de l'agglomération en est le témoignage vivant. Depuis sa prise de fonction, l'agglomération a pris, sans s'emballer, une autre dimension. Rationalisation dans l'aménagement du territoire, amélioration et optimisation des services, aide aux communes, recherche systématique de diminution des coûts de fonctionnement sur tout le territoire. Tu sais, mon cher Didier, que les 3 conseillers communautaires qui viennent d'être élus, en l'espèce Alain Montier, Marie-Laure Ponchon et moi-même, seront à tes côtés pour continuer la mise en place de ce vaste chantier. Je voudrais maintenant, pour conclure mon propos, dire que ce soit à l'agglo ou à la commune, l'aménagement du territoire n'est pas seulement une affaire de construction d'infrastructures, de mise en place de réseaux, de services. C'est une aventure humaine qui permet aux hommes et aux femmes de se réaliser, de vivre en harmonie dans un cadre, la Provence verte, où il fait encore bon vivre. Garéoul est réputé pour sa qualité de vie. Mes chers amis, soyez assurés que notre équipe Fidélité au pays s'efforcera de se montrer digne de la confiance que vous nous avez témoignée lors de ces élections municipales. Vive la France, vive la Provence verte, vive Garéoul. Avant de vous inviter à prendre le pot de l'amitié, je souhaiterais, si tu le souhaites, si tu le désires, te donner la parole. Et je te remercie encore de ta présence. Alors rassurez-vous, je serai très bref. Monsieur le maire, cher Gérard, mesdames, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs les élus, et bien sûr les jeunes du conseil municipal de Garéoul. Je voudrais tout d'abord, Gérard, te féliciter de cette élection ce matin avec les adjoints, mais te dire aussi le plaisir que j'ai, et il est partagé pour moi, quand tu dis que tu seras à mes côtés. Je crois que tu as parlé de fidélité, mais
ce que je peux vous dire, mesdames, messieurs, c'est que Gérard ne tremble jamais. À l'agglomération, il a été avec moi le premier jour, il n'a jamais dérogé à cette règle, quel que soit le moment et la façon sur laquelle nous travaillons. Donc Gérard, merci, et crois-moi, je sais que j'ai ta confiance, mais tu peux être sûr que tu as la mienne. Je voudrais dire un mot sur ce qui a été dit également, où l'on a parlé il y a le temps d'une campagne électorale, où il y a des moments où il y a l'émotion, la colère, des choses peuvent être dites, mais il y a un moment où il y a les élections. Et quand le jour des élections a parlé, on doit, et je vous invite les uns et les autres, et je remercie d'ailleurs la prise de parole également d'André Petro, quand il dit, il y a un moment, et ce territoire en a besoin et le mérite, on doit, après les élections, se réunir pour travailler pour sa commune et pour son territoire. Je peux vous dire que l'agglomération, aujourd'hui, c'est en gros 100 000 habitants, 100 millions de budget. Et le territoire de la Provence verte, croyez-moi que dans le département du Var, il est en train de compter. Il y a aujourd'hui la métropole, je pourrais dire en deuxième position la Provence verte et la troisième l'Est du département. Et lorsque l'on a un enfant qui prend un car scolaire, c'est l'agglomération. Quand vous allez dans une piscine sur le terrain de sport, c'est l'agglomération. Quand on parle de zone industrielle, c'est l'agglomération. La culture, c'est l'agglomération. L'économie, c'est l'agglomération. Tu l'as dit Gérard, l'agglomération, c'est fort en ce moment. Les dotations de fonctionnement de l'État et de nos collectivités régionales et départementales fondent comme neige au soleil. Qui que ce soit qui la dirige d'ailleurs, hein. C'est pas un rôle politique, c'est une évidence. Et il reste aujourd'hui les collectivités. Et on l'a vu pendant la période du Covid, mais s'il n'y avait pas eu les maires, le département et la région, je crois que nous aurions eu mal à la tête, comme on dit. Alors, mes chers amis, sachez que ce territoire de la Provence verte, Garéoul est la troisième commune de cette agglomération, et je peux vous garantir que samedi prochain, nous aurons l'élection du président et des vice-présidents, et si les choses se passent comme nous le souhaitons, bien sûr, je peux vous garantir que Garéoul aura une grande place, très grande place, dans cette agglomération. Voilà tout simplement ce que je voulais vous dire. Et Gérard, encore une fois, merci devant tes collègues. Je te dis merci de ta fidélité et de ton travail que tu m'apportes tous les jours et chaque fois que j'en ai besoin. Merci à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, je clôt donc notre séance. Je vous souhaite une belle journée. À ceux qui partent en vacances, je souhaite de bonnes vacances. Soyez prudents sur les routes. Et avant de, d'entamer cet après-midi, veuillez nous rejoindre à l'extérieur pour le pot de l'amitié.